J'ai toujours cru que notre vie à Paris était un roman parfait, tissé de ces petits riens qui font la France, un café crème partagé au lever du soleil, une balade main dans la main le long de la Seine lors de la fête de la musique. Cathy, ma femme depuis 10 ans, était cette flamme vive qui illuminait mes journées d'ingénieur chez une firme aéronautique près de Roissy. Mais ce jour-là, en 2022, alors que l'automne enveloppait la ville d'une brume légère, tout a basculé, j'ai surpris un murmure interdit dans la bibliothèque François Mitterrand, et notre histoire a commencé à se déliter comme un vieux parchemin. Les jours suivants ont été un tourbillon de doutes masqués sous un vernis de normalité, où chaque geste quotidien prenait une teinte suspecte. Nous dînions encore ensemble dans notre petit appartement du Marais, avec un Bordeaux de Bordeaux que j'ouvrais pour célébrer les petites victoires, la sienne sur une conférence à Lyon, la mienne sur un projet d'avion électrique qui promettait de révolutionner les vols courts en Europe. À nous, mon amour, disais-je en levant mon verre, et elle souriait, mais ses yeux fuyaient parfois vers son téléphone, ce rectangle maudit qui vibrait trop souvent sous la table, comme un rappel discret d'un monde parallèle que je ne connaissais pas. J'ai commencé à noter ces détails, comme un détective dans un polar de Simenon, où le narrateur dissèque les ombres de l'âme humaine, les absences prolongées pour recherches tardives qui s'étiraient jusqu'à la nuit tombée, les parfums subtils qui n'étaient pas les miens sur son écharpe de laine grise, héritée de sa mère lors d'un Noël provençal. Un soir, après Pâques 2023, où nous avions partagé un agneau rôti chez ma sœur Marie à Versailles aux traditions familiales immuables, avec des œufs peints à la main par les enfants et des contes lus à voix haute autour d'une table garnie de fromage de chèvre frais, je n'ai plus tenu. La tension montait depuis des semaines, nourrie par des silences qui s'allongeaient comme les files d'attente au guichet du métro aux heures de pointe. Cathy, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ai-je demandé, la voix rauque comme un vin trop tannique qui gratte la gorge, assis sur notre canapé usé par des années de confidence. Elle a nié, bien sûr, avec ce regard de biche effarouché que j'adorais autrefois, les mains tremblantes posées sur la nappe à carreaux. Tu es fou, Étienne, c'est juste le stress de la thèse sur les romantiques français, ces deadlines me rongent de l'intérieur. Mais le doute s'était insinué, venimeux et insidieux, comme une pluie fine qui trempe jusqu'aux os sans qu'on s'en rende compte. J'ai décidé d'en avoir le cœur net, refusant de laisser ce poison envahir nos souvenirs communs, ces dîners improvisés avec des escargots à la bourguignonne, ces rires partagés lors d'une projection en plein air du Festival du cinéma américain de Deauville. Le lendemain, prétextant une réunion à l'aéroport de Roissy pour un briefing sur les normes européennes de sécurité aérienne, je me suis posté près de la bibliothèque, un café à emporter de chez Paul en main, ce rituel parisien indispensable, avec son arôme corsé qui masque à peine l'anxiété. Elle est arrivée à midi pile, talonnée par Lucas, son collègue de la Sorbonne qui organisait parfois des ateliers sur Proust, mais non, c'était Laurent encore, sortant d'un café adjacent avec 2 croissants enveloppés dans du papier craft, dorés et feuilletés comme une tentation quotidienne. Ils se sont assis sur un banc du square René Viviani, ce coin paisible planté d'arbres centenaires et bordé par l'église Saint-Julien-le-Pauvre, et ont déjeuné en chuchotant, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme dans une confidence théâtrale. J'ai sorti mon téléphone, zoomant discrètement depuis l'autre côté de la rue, le cœur battant au rythme des klaxons lointains du boulevard Saint-Germain. Tu sais, ce manuscrit rare que j'ai trouvé pour toi. Il parle d'amours impossibles, comme le nôtre, caché derrière ces rayonnages poussiéreux, murmurait-il, effleurant sa main d'un geste qui se voulait innocent mais qui trahissait une intimité naissante. Elle n'a pas retiré la sienne, au contraire, ses doigts s'entremêlant brièvement dans un silence complice. Mon estomac s'est noué, un nœud gordien que je ne pouvais défaire sur place, j'ai failli traverser la rue, hurler au milieu des pigeons qui picoraient les miettes, mais non, la vengeance, si elle devait venir, serait froide, calculée, comme un échiquier bien joué lors d'une partie au bistrot du coin, avec des amis comme Jean qui commenteraient chaque coup. Ce soir-là, rentrant avant elle sous prétexte d'un mal de tête aux ces migraines que je feignais pour masquer mes tourments, j'ai fouillé son sac à main en cuir usé, un geste que je regrette encore aujourd'hui pour sa violation intime, mais nécessaire dans cette spirale de suspicion. Des messages effacés à la hâte, mais pas tous, rendez-vous demain, après la fermeture des salles de lecture. J'ai hâte de te lire en vrai, sans ces barrières de papier. Signé elle. Avec un émoticône discret d'un livre ouvert. Le monde s'est teinté de gris, comme un ciel de novembre sur la tour Eiffel voilée de pollution, et j'ai passé la nuit à veiller, imaginant des scénarios où notre couple se recomposait ou, au contraire, s'effondrait définitivement. Au matin, résolu comme après une nuit de veille lors d'une alerte orageuse, je me suis promis de rassembler les preuves, pas pour la confronter violemment dans un éclat de colère domestique, mais pour exposer la vérité au grand jour, là où cela ferait le plus mal à cet intrus qui osait s'immiscer dans notre intimité forgée au fil des ans. Au fil des semaines qui s'étiraient comme un imparfait interminable,
ma vie s'est muée en une enquête discrète, un thriller personnel où Paris devenait le décor complice de mes découvertes amères, avec ses ruelles labyrinthiques qui semblaient conspirer à mes pas feutrés. Je profitais de mes pauses déjeuner ou ces 30 minutes volées entre deux simulations aérodynamiques sur mon logiciel chez Airbus pour rôder autour de la bibliothèque François Mitterrand, notant les horaires avec une précision d'horloger. Elle y entrait à 9 heures précises, sacoche remplie de carnets reliés en cuir, et lui la rejoignait à 11 heures pour des consultations privées sur des thèses obscures, prétexte à des échanges qui dépassaient les bornes académiques. Un après-midi pluvieux de mai, alors que la ville se préparait à la fête de la musique avec des répétitions sporadiques de violon dans les cours intérieurs et des accordéons qui s'échauffaient aux terrasses, je les ai suivis jusqu'au jardin des plantes, ce poumon vert près de l'université où les serres abritent des orchidées exotiques comme des secrets bien gardés. Ils déambulaient, bras dessus bras dessous sous un parapluie partagé qui les rapprochait un peu plus, s'arrêtant pour admirer les palmiers dattiers et les fontaines murmurantes comme si c'était leur jardin secret, loin des regards inquisiteurs des passants. J'ai pris des photos nettes avec mon téléphone, zoomant sur son sourire complice qui illuminait son visage sous la pluie fine, et sur sa main posée sur son épaule avec une familiarité qui me transperçait. Laurent, avec toi, je me sens vivante comme jamais, loin de la routine qui m'étouffe, entendais-je par bribes, capté par le micro directionnel que j'avais improvisé avec une app gratuite, le cœur cognant comme un tambour de carnaval lors d'une procession mi-carême. De retour chez moi, dans l'appartement où les murs encore imprégnés de l'odeur de notre dernier cassoulet partagé portaient les échos de rire passé, j'ai installé un logiciel simple sur son ordinateur portable, rien d'illégal, juste un partage de cloud mal sécurisé que j'ai exploité un soir où elle dormait profondément après un vin trop généreux de notre cave, un Châteauneuf du Pape aux notes de figues et d'épices. Des emails archivés surgissaient comme des spectres, invitations à des vernissages discrets au Louvre pour des expositions sur les impressionnistes, des promesses chuchotées de week-end à Bordeaux pour goûter au vin sans se presser, en oubliant le tumulte de Paris. Pire encore, des photos d'eux enlacés lors d'une escapade à Fontainebleau, dans la forêt mythique des Rois où nous avions nous-mêmes pique-niqué autrefois avec des baguettes farcies au jambon cru et du camembert affiné. Chaque découverte était un coup de poignard supplémentaire, aiguisé par les souvenirs qu'ils profanaient, mais elle forgeait ma détermination comme un acier trempé dans le feu de la trahison. Je n'étais plus l'Étienne rêveur qui pédalait le long de la Loire en imaginant notre Tour de France à deux vélos, avec des étapes jalonnées de fromages locaux et de pauses café. J'étais un homme trahi, prêt à riposter sans excès, guidé par une justice intérieure qui refusait la violence brute. Pourtant, au milieu de cette tourmente qui me rongeait les nuits, des fissures apparurent dans notre couple, visibles comme des craquelures sur une poterie de Valoris, des dîners silencieux où les fourchettes tintaient trop fort contre les assiettes, des reproches voilés sur mon manque de temps pour les sorties au marché des enfants rouges. « Tu travailles trop, Étienne, on ne se parle plus comme avant », disait-elle d'une voix lasse, ignorant que c'était elle qui creusait l'abîme avec ses absences calculées. Un soir, lors d'un Noël anticipé avec des amis autour d'une table garnie de guirlandes clignotantes, de bûches de Noël maison au chocolat noir et de vin chaud épicé, Sophie, une ancienne camarade de promotion à l'université de Paris qui enseignait désormais la philosophie esthétique, m'a serré la main un peu trop longtemps lors des embrassades rituelles. Ses yeux verts, pétillants comme un cidre de Normandie effervescent lors d'une foire locale, m'ont rappelé que la vie continuait au-delà de cette trahison, qu'il existait des connexions authentiques encore intactes. « Ça va, toi ? Tu sembles ailleurs, comme si un poids invisible te courbait l'échine », a-t-elle murmuré en aparté, tandis que les rires fusaient autour de nous sur les anecdotes de voyage en train TGV. J'ai souri faiblement, masquant mon trouble derrière une gorgée de cognac, mais une étincelle s'alluma en moi, timide mais persistante, peut-être que cette trahison, si douloureuse, ouvrait une porte vers une renaissance inattendue. Bientôt, je passerai à l'action, armé non pas de flammes mais de faits irréfutables, prêt à restaurer un équilibre brisé. L'été 2023 approchait à grands pas, avec ses terrasses bondées de Parisiens en quête d'ombre et l'odeur entêtante des baguettes fraîches qui embaumaient l'air chaud des boulevards, mélangeant sueur et farine grillée dans une symphonie urbaine familière. J'avais compilé un dossier accablant au fil des nuits blanches, passé à assembler des captures d'écran comme des pièces de puzzle, des enregistrements audio volés lors d'une visite surprise où je m'étais fait passer pour un chercheur anonyme en quête d'archives sur l'aviation civile du XXe siècle, et même un témoignage écrit de Jean, un gardien de la bibliothèque quinquagénaire au tempérament bourru, passionné de rugby et des matchs du top 14 qu'il commentait avec ferveur au comptoir à café. Lors de ses pauses. Oui, monsieur, ils sont souvent ensemble après les heures d'ouverture, à feuilleter des volumes dans les coins reculés, ça ne me regarde pas, mais on sent la tension, m'avait-il confié en échange d'un pot de bière blonde aux zinc d'un bar voisin, sa moustache frémissant sous l'effet de la confidence. Jean, avec son accent du sud-ouest et ses histoires de partis endiablés à Toulouse, ajoutait une couche humaine à mon intrigue froide.
Tout cela, je l'ai structuré en un rapport anonyme et méticuleux, adressé au comité d'éthique de la Sorbonne, ces gardiens austères de la réputation universitaire, qui veillent sur les codes de conduite comme des moines sur des manuscrits sacrés. Pas de flamme destructrice, pas de crise hystérique dans les couloirs, juste la vérité exposée au scalpel, comme un chapitre mal ficelé révélé au public lors d'une soutenance publique impitoyable. Mais avant l'envoi définitif, le doute m'a assailli comme une vague lors d'une marée montante sur les plages de la Manche, me faisant questionner si cette voie était la bonne, si elle ne détruirait pas plus que nécessaire. Une nuit étouffante, après un 14 juillet bruyant et festif au feu d'artifice illuminant le ciel au-dessus de Notre-Dame restaurée, et nous deux feignant l'extase partagée sur un balcon bondé du Marais, entouré de voisins qui trinquaient au pastis, je l'ai confronté dans la pénombre de notre chambre. Cathy, ces messages avec Laurent, ces rendez-vous cachés. Explique-moi, s'il te plaît, avant que tout n'explose. Ses yeux se sont emplis de larmes immédiates, ce sel amer que j'avais consolé tant de fois lors de ces deadlines interminables pour des articles dans des revues littéraires parisiennes. C'est rien, Étienne, juste de l'amitié intellectuelle. Il m'aide pour la thèse sur les amours épistolaires du 19e, c'est tout, ne me regarde pas comme ça, comme si j'étais une étrangère. Mensonge flagrant, palpable comme l'humidité de l'air post-tempête, mais je n'ai pas insisté avec violence, je voulais qu'elle sente le piège se refermer doucement, inexorablement, comme les pages d'un livre qui se tournent d'elles-mêmes. Les jours suivants, elle s'est faite plus distante, annulant nos sorties traditionnelles au marché d'Aligre pour des réunions urgentes sur des prêts interbibliothèques, ses excuses sonnant creux comme un écho dans la crypte de Saint-Sulpice. Moi, je continuais mon double jeu avec une maîtrise croissante, sourire forcé le matin autour d'un petit déjeuner de tartines beurrées et de confiture de cerises, suivi d'un suivi discret l'après-midi, camouflé en promenade digestive. Une fois, par un crépuscule orangé, je les ai vus s'embrasser furtivement près du pont des Arts, ces cadenas d'amour moqués par les touristes mais qui, pour moi, symbolisaient autrefois notre engagement éternel. Mon téléphone a capturé l'instant en vidéo, flou mais irréfutable, le son de leur souffle mêlé se perdant dans le bruit des bateaux-mouches. Sophie, entre-temps, sentant intuitivement mon tourment lors d'un appel anodin sur les avancées en philosophie de l'art, m'avait invité à un pique-nique improvisé dans le bois de Boulogne pour te changer les idées. Étienne, avant que l'été ne t'engloutisse dans ses chaleurs, avait-elle dit d'une voix chaude au téléphone. Là, sous les chênes centenaires qui filtraient la lumière en motif d'encens, en dégustant du fromage de chèvre frais de la ferme de la Chapelle et du pain croustillant acheté à la boulangerie voisine, j'ai confié une partie de mon fardeau, les mots coulant enfin comme un fleuve libéré. Le mariage, c'est comme un livre bien relié, parfois, il faut en tourner la page, même si ça déchire les fibres du papier. Elle a hoché la tête avec empathie, sa main effleurant la mienne dans un geste de réconfort pur, sans ambiguïté, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri vraiment, un rire libérateur qui chassa les nuages accumulés. Ce contact innocent, teinté d'une complicité naissante forgée à l'université lors de débats enflammés sur Sartre, m'a rappelé que l'amour n'était pas une prison aux barreaux rouillés, mais une brise légère venue de la mer du Nord. Bientôt, mon plan s'activerait pleinement, et la vérité éclaterait comme un bouchon de champagne malencontreux lors d'une dégustation au Salon des Vins de Paris, laissant des traces indélébiles sans effusion de sang. Septembre ramena la rentrée universitaire avec ses feuilles jaunies jonchant les boulevards Haussmann en tapis mordorés et les étudiants affluant vers la Sorbonne comme des abeilles vers le miel des savoirs ancestraux, leurs sacs à dos bourrés de polycopiés froissés. J'ai envoyé le dossier ce lundi-là pluvieux, depuis un cybercafé anonyme près de la gare de Lyon. Prudence oblige, avec un VPN basique que j'avais appris lors d'un atelier en ligne gratuit sur la cybersécurité pour ingénieurs, masquant mon IP comme un voile sur un tableau de maître. Objet, comportement non éthique impliquant un conservateur et une doctorante, preuve jointe pour examen immédiat. Les pièces jointes parlaient d'elles-mêmes avec une clarté impitoyable, capture d'écran horodatée de messages tendancieux, enregistrement audio où les voix se mêlaient en confidences trop intimes pour un cadre professionnel, et le témoignage de gens corroborant les rencontres post-fermeture, rien qui ne viole les codes stricts de l'université sur les conflits d'intérêts, formulés dans un langage neutre et factuel. Pas d'accusation personnelle outrancière contre Cathy où elle paierait par ricochet, par la honte sociale qui ronge plus sûrement que les mots crus, comme un scandale chuchoté lors d'un pot de départ au ministère. Les jours suivants furent tendus à l'extrême, un imparfait de suspense où chaque tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours. Elle rentrait pas les défaites, évitant mes questions sur sa journée avec des réponses laconiques, les lèvres pincées comme après une gorgée de vinaigre. Rien de neuf, juste des archives à trier pour une exposition sur Balzac, c'est épuisant, c'est poussière d'histoire. Mais je savais, au plus profond de moi, que les rouages tournaient inexorablement, grinçant comme les freins d'un Vélib en descente raide. Une semaine plus tard,
lors d'un appel anodin de Lucas, notre ami commun, prof à l'université de Lyon qui préparait un colloque sur la littérature migratoire, il lâcha sans malice, au milieu d'une discussion sur les trains à grande vitesse, « Écoute, Étienne, il y a des rumeurs qui circulent à la fac, un vrai bourdonnement comme avant une grève syndicale. Un scandale avec un bibliothécaire de la Mitterrand en suspension en vue, paraît-il. » Mon cœur bondit dans ma poitrine, un saut périlleux intérieur, le piège se resserrait avec une précision chirurgicale. Laurent fut convoqué pour audition le jeudi suivant, et je l'imaginais, cet homme si sûr de lui avec ses lunettes cerclées d'acier et son badge luisant, transpirant sous les néons froids du bureau administratif, niant l'évidence face à un panel de collègues sévères en costume sombre. Cathy, elle, craqua un soir après un dîner frugal de quiche Lorraine maison aux recettes de ma mère alsacienne, ironie du sort avec sa croûte dorée et son parfum de ciboulette fraîche, les assiettes à peine débarrassées quand les sanglots éclatèrent. Étienne, c'est fini avec lui, l'université enquête sérieusement, il risque tout, son poste, sa crédibilité accumulée sur 20 ans de service. Ses pleurs étaient sincères, profonds comme ceux d'une enfant perdue dans les allées du parc des Buttes-Chaumont, mais trop tardifs pour recoller les éclats brisés, il ne l'avait pas les mois de mensonges tissés comme une toile d'araignée. Pourquoi, Cathy? Après Noël dernier, avec ses dindes farcies et nos toasts au champagne, après nos voyages à Marseille pour explorer les calanques en kayak, ces eaux turquoises qui nous liaient encore? Elle balbutia des excuses entre deux hoquets de solitude dans ses recherches interminables sur les correspondances amoureuses, son charme intellectuel qui l'avait flatté comme un rayon de soleil inattendu, mais je sentis la fracture irrémédiable, une cassure profonde comme celle d'un vase Ming. Au lieu d'une rage explosive, une tristesse calme m'envahit, sereine comme un imparfait qui s'étire dans le passé sans fin, me laissant contempler les ruines sans amertume excessive. Sophie, sentant mon tourment persistant lors d'un message texte sur une expo photo au centre Pompidou, m'invita à une escapade revigorante, un week-end à vélo dans la vallée de la Loire, inspiré de ces étapes mythiques du Tour de France que nous commentions ensemble devant la télé, avec ces pelotons colorés filant sous les drapeaux tricolores. Laisse le vent emporter les regrets, Étienne, comme les feuilles mortes sur ces routes sinueuses, dit-elle en pédalant devant moi d'un rythme fluide, ses cheveux châtains dansant comme des drapeaux au vent léger. Sur les berges verdoyantes du Cher, face à un château Renaissance aux tours élancées comme sorti d'un conte de fées, nous avons parlé des heures entières de rêves brisés par la routine conjugale, de secondes chances qui se présentent comme des opportunités professionnelles inattendues, de la philosophie stoïcienne qu'elle enseignait à ses étudiants. Son rire, franc et joyeux comme un éclat de soleil sur la pierre ocre, chassa les ombres accumulées. Pour la première fois depuis des mois, je vis un avenir sans Cathy, un horizon clair où les relations se construisaient sur la confiance plutôt que sur des murmures volés. Octobre apporta ses pluies fines et persistantes, lavant les rues de Paris comme pour préparer la scène finale d'un drame bien orchestré, où chaque goutte effaçait un peu plus les traces du passé. L'enquête s'emballa rapidement, alimentée par les preuves irréfutables, articles discrets mais piquants dans la rubrique Campus du Monde, des murmures insistants dans les couloirs de la faculté où les professeurs échangeaient regards complices autour de machines à café fumantes. Laurent, accusé formellement de conflit d'intérêts et de harcèlement léger aux ces termes aseptisés et bureaucratiques qui masquaient la trahison viscérale, fut licencié dans la foulée d'une réunion extraordinaire du Conseil, sa lettre de renvoi tombant comme un coup pré-guillotiné. Une circulaire interne circula ensuite, anonyme pour moi mais dévastatrice pour lui, détaillant les manquements sans nommer les victimes, fin de carrière abrupte, réputation ternie comme un vin rouge éventé laissé trop longtemps à l'air, porte fermée pour tout poste similaire dans le réseau des bibliothèques nationales. Il quitta la ville précipitamment, paraît-il lors d'une conversation surprise avec Lucas au téléphone, pour un poste obscur et mal payé à la bibliothèque municipale de Strasbourg, loin des lumières éternelles de la capitale et de ses ambitions académiques envolées. Cathy, éclaboussée par association comme une figurante dans un scandale hollywoodien, vit sa thèse retardée de plusieurs mois, ses collègues dont Sophie, qui m'avertit en confidence lors d'un déjeuner rapide à la brasserie du Louvre, la regardant désormais de travers lors des séminaires hebdomadaires sur la littérature comparée. C'est un scandale retentissant, ma chère, qui jette une ombre sur tout le département, chuchotait-elle autour d'un café crème à la terrasse du jardin du Luxembourg, sous les feuilles roussies des platanes centenaires, leur voix baissée comme pour un complot de salon. Notre appartement devint un champ de mines émotionnelles, piégé de valises à demi bouclées dans l'entrée et de silences pesants entrecoupés de reproches lancés comme des flèches empoisonnées. Tu as tout gâché en fouillant mes affaires, Étienne, comme un espion dans ton propre foyer, s'exclama-t-elle un soir, après avoir lu par inadvertance les fuites dans un email malencontreux que j'avais laissé ouvert sur l'ordinateur familial. Je la fixai, calme en apparence mais tourmentée intérieurement, la voix mesurée comme lors d'une présentation technique. Non, Cathy, c'est ton choix de double vie qui a tout allumé,
comme une mèche oubliée près d'une étagère inflammable. La nuit, je repensais inlassablement à nos débuts enchantés, à un premier baiser volé sous les arcades ombragées de la rue de Birague, un Noël provençal avec sa famille où nous avions décoré un sapin minuscule avec des guirlandes faites main, ou ses escapades à vélo le long des canaux de l'Ourcq. Mais l'amour s'était mué progressivement en pitié distante, puis en une libération bienvenue, comme un oiseau qui s'envole d'une cage entr'ouverte. Sophie fut mon ancre solide dans cette tempête, nos rencontres se multiplièrent naturellement, passant de cafés philosophiques à des dîners simples chez elle à Belleville, un tagine d'agneau fondant accompagné de vin du Languedoc aux arômes de garrigue, cuisiné avec soin sur une gazinière vintage. Lors de promenades nocturnes le long des quais animés par les bouquinistes, nous débattions de tout avec une passion renouvelée, de Baudelaire et ses fleurs du mal qui reflétaient mes tourments, à l'écologie urbaine et les initiatives vertes de la mairie de Paris. Tu mérites mieux que des murmures volés dans l'ombre, Étienne, un amour franc, comme ces débats qu'on a eus à la fac sur l'authenticité existentielle, me dit-elle un soir d'octobre frisquet, ses lèvres frôlant les miennes sous un réverbère tamisé qui diffusait une lumière ambrée sur les pavés humides. Ce fut le début d'une tendresse nouvelle, sans hâte ni pression, comme un bon millésime de Sancerre qui s'ouvre lentement pour révéler ses notes minérales. Pendant ce temps, Cathy sombrait dans un isolement croissant, appel larmoyant à Marie, ma sœur, qui me rapporta ses confidences lors d'une visite impromptue, une bouteille de Calvados normand en main pour adoucir les mots durs. Elle regrette profondément, Étienne, parle de solitude et d'erreurs impardonnables, mais c'est trop tard pour recoller les morceaux sans cicatrice. Oui, trop tard, comme un train TGV parti sans nous pour une destination lointaine. Le divorce se profila alors inévitablement, papier après papier rédigé chez un notaire discret du quartier latin, un homme affable nommé Henri qui traitait ses affaires avec la routine d'un rituel ancien. Et moi, au milieu de ce chaos orchestré par mes soins, je sentais renaître une force intérieure, prête à tourner la page ultime avec dignité, guidée par la certitude que la vérité, même douloureuse, libérait plus qu'elle ne détruisait. Novembre 2023, c'est la notre fin conjugale avec une pluie battante qui martelait les vitres de l'appartement comme un adieu rythmé et implacable, effaçant les derniers vestiges de ce qui avait été. Les papiers du divorce furent signés chez le notaire Henri ce mardi gris à un homme sec mais juste, expert en partages équitables de biens communs, qui tamponna les documents d'un geste précis tandis que nous évitions nos regards, assis de part et d'autre de son bureau encombré de dossiers jaunis. Nous nous libérâmes enfin de ces chaînes invisibles, avec une pension alimentaire modeste et une répartition des meubles qui rappelaient nos disputes passées sur le choix d'un vaisselier provençal. Cathy partit pour un appartement modeste à Montreuil, emportant nos souvenirs communs dans des cartons étiquetés à la hâte, la photo encadrée de notre mariage à la mairie du 4e arrondissement, sous un ciel d'azur printanier, le service à thé en porcelaine fine hérité de sa grand-mère lyonnaise, et même ce vieux vinyle de chansons de Piaf que nous écoutions lors des dimanches pluvieux. Prends soin de toi, Cathy, que la vie te soit douce malgré tout, murmurai-je en refermant la porte d'entrée pour la dernière fois, un poids immense s'envolant de mes épaules comme un cerf-volant libéré dans le vent d'automne. Le scandale avait fait son œuvre impitoyable mais mesurée, Laurent, ruiné professionnellement et socialement, avait fui Paris sans un mot d'adieu, ses anciens collègues hochant la tête avec un mélange de pitié et de soulagement lors de réunions informelles, Cathy, humiliée par les ragots qui circulaient comme une traînée de poudre dans les cercles littéraires, errait désormais entre regrets profonds et un isolement choisi, évitant les fêtes de fin d'année où nos amis communs comme Lucas et sa femme se croisaient autrefois autour de plateaux de huîtres et de champagne millésimés. Moi, Étienne, je respirais enfin à plein poumon, l'air parisien chargé d'odeurs de marron grillé me paraissant plus pur, plus vivifiant. Sophie devint l'évidence naturelle de cette nouvelle ère, notre premier vrai rendez-vous fut une soirée intimiste à l'Opéra Garnier, pas pour un spectacle grandiose de Verdi, mais pour un apéro simple au bar au lustre cristallin, suivi d'une marche contemplative vers le Pont-Neuf où les lumières dansaient sur l'eau comme des promesses. Avec toi, je me sens entier à nouveau, Sophie, comme si les pièces manquantes se remettaient en place d'elles-mêmes, lui confiai-je d'une voix basse, et elle sourit avec cette tendresse qui illuminait ses traits, un sourire qui chassait les ombres persistantes comme un soleil d'été sur la côte d'Azur lors d'une escapade improvisée. Nous avons reconstruit notre lien pas à pas, avec une patience artisanale, week-end gourmand à Lyon pour savourer les quenelles sauces nantois chez la mère Brasier, un rituel culinaire où les cuillères plongeaient dans la crème onctueuse, Noël partagé avec sa famille élargie à Bordeaux, dinde farcie aux truffes noires et toast croustillant au foie gras, accompagné de chants provençaux autour d'un âtre crépitant. Elle, enseignante passionnée à l'université de Paris où elle dispensait des cours sur l'esthétique contemporaine, apportait une légèreté intellectuelle qui comblait mes silences d'ingénieur, souvent perdus dans des équations complexes de fluidodynamique. Un soir de Pâques 2024, lors d'une chasse aux œufs improvisée et joyeuse dans le parc Monceau avec ses neveux turbulents ou des enfants au rire strident qui déterraient des surprises en chocolat sous les allées fleuries,
elle me glissa une bague discrète en argent martelée au creux de la main. Et si on écrivait notre propre chapitre, Étienne, un roman sans ombre ni murmure caché? J'acceptai sans hésiter, le cœur gonflé d'une joie pure, imaginant des années futures de vélo partagées le long des berges de la Marne, de vins dégustés au crépuscule lors de vendanges en Beaujolais, et de débats enflammés sur les expositions au Grand Palais. Cathy? Elle m'écrivit une fois seulement, une lettre manuscrite aux mots laconiques et tremblés, « J'ai tout perdu par orgueil et par faiblesse, pardonne-moi si tu le peux. » Je répondis poliment, d'une carte postale envoyée depuis un kiosque à journaux, sans amertume ni rancœur excessive, la vie avance, Cathy, que le pardon soit notre cadeau mutuel. La vengeance avait été juste et proportionnée, un équilibre restauré sans excès destructeur, me laissant libre pour embrasser pleinement ce renouveau. Désormais, ma vie coulait comme la Seine apaisée après une crue, porteuse de promesses neuves et d'un amour authentique, tissé de confiance et de rires partagés.